Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Nous sommes aujourd'hui avec Maud Baer et Boubacar Kaboré, gérants de fonds obligataires à haut rendement chez Ophi AM, qui nous parleront de la stratégie high yield. Ils nous feront un point sur le marché et dans le contexte macroéconomique actuel. Vous pouvez poser vos questions et nous prendrons le temps d'y répondre à l'issue de cette présentation. Alors commençons. Qu'en est-il du marché à obligations à haut rendement en ce début d'année? Alors, comme tous les actifs dits risqués, le marché à haut rendement, que ce soit européen ou américain, a fortement rebondi en ce mois de janvier 2019. Les performances sur le marché du high yield à haut rendement arrêté hier sont de plus 2,2% en Europe et de un peu plus de 4,5% aux US. Ce qui vous amène à un resserrement de spread sur le mois de plus de 60 BP en Europe et de plus de 100 BP aux US. Donc, on a effacé une grosse partie de la baisse qu'il y a eu au mois de décembre. Et aux US, on a fait même plus que effacer la baisse du mois de décembre, puisque la baisse n'avait été que de 2% aux US. Donc, nous avons purgé un excès de pessimisme qui avait prévalu lors de ce mois de décembre 2018. Mais 2019 recèle encore de nombreuses haies à sauter, comme le Brexit, comme la résolution de la guerre commerciale sino-américaine et le retour sans doute de l'Italie et de la discussion autour de son budget dans les semaines à venir. Alors, quel a été le comportement des investisseurs sur le segment high yield, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? En réalité, on aime mesurer ce positionnement-là en prenant disons que le niveau où la prime de risque a été la plus faible en termes de yield, c'est-à-dire fin octobre 2017. Et quand vous prenez ce niveau-là, on est sur des rachats nets importants sur le high yield. On est sur l'équivalent de 63 milliards de dollars, c'est à peu près 20% de la classe d'actifs. Aux États-Unis, c'est dans une moindre mesure parce que ce n'est que 5% du marché. Quand vous regardez la slide 3, on voit bien que ça décroît depuis ce moment-là. Aux États-Unis, il y a eu un comportement assez différent début 2019. C'est à peu près la seule classe d'actifs d'ailleurs qui, dans ce rebond-là, a encore récolté des inflows. Et la classe européenne a toujours continué à décollecter. Et on est, depuis le début de l'année, à 4 milliards de nouveaux entrants aux États-Unis. Et en Europe, on est encore en décollecte nette de 1,8 milliard. Et en fait, il faut mettre ça en perspective avec le positionnement global du marché. De façon générale, on se dit que quand le marché monte, on a tendance à voir des inflows venir et inversement. Il se trouve que sur la classe d'actifs américaine, parce que c'est celle-là sur laquelle on a le plus de données en termes de positionnement, on se rend compte qu'il y a eu des inflows, comme je viens de vous le dire, de l'ordre de 4 milliards, mais en même temps, en termes de positionnement global du marché, le marché n'a jamais été aussi défensif en termes de positionnement optionnel. Ce graphique-là retrace en fait le notionnel net des options put et call ouvertes sur l'ETF le plus important sur le high yield en dollars. Et on se rend compte qu'en valeur, on est de l'ordre de 400 millions de positions nettes vendeuses, et en notionnel, c'est à peu près 2,5% de la valeur de cet ETF-là. Et vous regardez historiquement, on n'a jamais été sur des niveaux aussi élevés depuis 2013. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs rentrent, mais en même temps, d'un autre côté, il y a des investisseurs qui se hedgent. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est plutôt optimiste, mais on se rend compte que le positionnement du marché est très light en termes d'appétit pour le risque sur cette classe d'actifs-là. D'accord, donc en dépit de ce fort rebond sur les obligations à haut rendement depuis le début de l'année, le spread du marché high yield européen est-il toujours attractif? Alors oui, effectivement, la question peut se poser après ce fort resserrement du mois de janvier, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à peu près 60 BP en Europe et 100 BP aux US. Néanmoins, on pense que nous, le spread du marché high yield européen reste toujours attractif pour trois principales raisons. Sur ces niveaux-là, sur ces niveaux de spread, vous êtes à peu près à 450 BP. En fait, le marché anticipe à un an 5% de taux de défaut. Hier, S&P a publié sa prévision de taux de défaut à un an. Elle n'est que de 2,6% à 12 mois. Ce qui veut dire que le marché anticipe déjà 2 fois plus de taux de défaut à 12 mois. Donc, le marché est déjà assez pessimiste. Néanmoins, il ne faut pas se tromper sur l'indicateur des taux de défaut. Les taux de défaut, ça n'est pas
un indicateur avancé de ce qui se passe sur le marché high yield, c'est bien le spread de marché qui est un indicateur avancé. Donc, comme vous le voyez, on s'est déjà énormément écarté sur le marché high yield en euros et donc on anticipe déjà beaucoup de mauvaises nouvelles à venir. Le deuxième point, c'est on va dire un point un peu plus tactique, c'est que là, vous voyez, on a retracé la ligne bleu clair qui est à peu près la moyenne sur les 10 dernières années, la moyenne de spread sur les 10 dernières années, et on se trouve sur cette moyenne actuellement. On avait un peu, si vous me permettez, overshooté en décembre l'écartement des spreads et maintenant on se retrouve sur cette moyenne-là. Donc on pense qu'on a encore de la valeur à être en portage sur le marché du haut rendement européen. Et enfin, le troisième élément de soutien et ce qui fait qu'on est toujours confiant sur notre classe d'actifs, c'est le comportement des banques centrales qui vient de changer depuis 15 jours. Le marché avait anticipé déjà énormément de mauvaises nouvelles, tant sur les marchés actions que sur les marchés obligataires. Ils avaient déjà anticipé le ralentissement économique. Et là, les banquiers centraux viennent de acter le risque à la baisse de la croissance. Vous avez la Banque centrale européenne qui a acté il y a une semaine et la Banque centrale américaine qui a acté pas plus tard qu'avant-hier soir le fait que la croissance commençait à avoir des signes de faiblesse. Donc, cet environnement toujours accommodant des banques centrales va prolonger le cycle dans lequel on est, le cycle accommodant et le cycle de taux bas gouvernementaux. Alors, durant le deuxième semestre 2018, nous avons constaté des risques spécifiques sur un certain nombre de valeurs. Le resserrement des spreads en janvier va-t-il permettre de dissiper les doutes sur les émetteurs stressés? Pas nécessairement. En fait, nous, on pense que dans ce marché-là, il va falloir être très, très sélectif. Donc, forcément, il y a des histoires qui vont être compliquées à jouer. Si vous regardez le graphique qui est là, on vous met en fait la proportion de distress, donc tout ce qui a un spread supérieur à 1000 ou un prix inférieur à 80. On se rend compte qu'en fait, on était sur des niveaux très bas jusqu'en mi-2018, on a frôlé les 1%. Et aujourd'hui, on revient sur des niveaux importants parce que, effectivement, au deuxième semestre de l'année dernière, il y a eu beaucoup d'histoires spécifiques. On peut parler de la construction en Italie, on peut parler de noms typiquement français comme Vallourec, on peut parler de beaucoup de noms, en fait, qui ont eu leurs propres problèmes, on va dire, mais ce n'est pas de nature à dissiper tout ça, parce qu'il va falloir être sélectif. Chaque petite société aura sa petite vie à côté et c'est fini la période où on pouvait acheter tout type de high yield et s'attendre à ce que les prix s'apprécient et qu'on soit bien positionné. Il faut être sélectif, il faut bien connaître ces dossiers et donc non, on ne pense pas que sur Alila a dissipé les risques spécifiques, au contraire, il faudrait être beaucoup plus vigilant parce que l'année 2019 risque d'être très volatile et dans cette volatilité-là, la bonne connaissance des dossiers est un outil important parce qu'ils permettent de pas paniquer en cas de mouvement de prix extrême et permet aussi dans ce type de stratégie-là d'être plus attentif parce que c'est le but aussi de ce type de fonds, c'est de subir la volatilité sans nécessairement prendre des actions directes. D'accord, et on peut se demander également quel est l'impact du ralentissement économique sur les émetteurs high yield? Alors, comme vous le voyez dans la diapositive numéro 7, on constate effectivement un début d'impact du ralentissement économique sur les métriques de crédit des entreprises high yield. C'est assez indéniable. On constate un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires et un ralentissement de la croissance de l'EBITDA. Au titre des publications de résultats que nous avons eues au troisième trimestre 2018 et sur les premières publications de résultats qu'on a au titre du quatrième trimestre 2018, on se rend compte que les entrepreneurs se montrent très prudents tant qu'à ce qui va se passer en 2019, puisqu'il y a, comme on vous le disait tout à l'heure, encore énormément d'obstacles à franchir, et particulièrement sur l'industrie automobile et sur les industries de base, avec la résolution ou pas du conflit sino-américain. Néanmoins, à l'heure actuelle, même si on constate une baisse, pas une baisse, mais un ralentissement de la croissance, pour l'instant, on ne peut pas conclure à des détériorations rapides et brutales des ratios de crédit des entreprises. Les ratios que nous aimons suivre sur du high yield, sur les high yield, c'est le ratio d'endettement, c'est-à-dire le levier, et le ratio de couverture des intérêts. Ne se détériore pas rapidement et fondamentalement.
Nos entreprises à yield vont, elles, publier dans à peu près 3 semaines. On a toujours un petit peu de retard par rapport au marché coté américain. Ces publications nous permettront de prendre la mesure des effets du ralentissement qui se constatent sur la macroéconomie et surtout nous donneront le sentiment qu'ont les entrepreneurs et les chefs d'entreprise tant qu'à leur guidance et leur outlook pour 2019. Très bien, c'est très clair. Alors, pouvez-vous à présent nous faire un point sur le fonds à échéance Sophie à Yield 2023? Aujourd'hui, en fait, on est sur un fonds qui a à peu près 150 millions d'actifs sous gestion. On est sur un rendement minimum attendu qui est de l'ordre de 5,70. En fait, dans ce fonds-là, il faut comprendre la logique du fonds. On est sur un fonds daté, donc le risque principal, c'est le défaut d'un émetteur dans le portefeuille. Et volontairement, la construction du portefeuille a été tiltée vers les corporates notés B parce que nous estimons, nous, ici chez OFI, que c'est dans ce compartiment-là qu'il y a encore de la valeur en termes de rendement. Et si vous regardez la composition du portefeuille, on a grosso modo 2 tiers du portefeuille qui est tilté vers la partie, on va dire, la plus risquée, et un autre tiers sur du double B et une petite partie sur le triple B. Et en termes de maturité, on voit une vraie concentration autour de 2023 avec un tilt un peu sur 2024 qui est autorisé par le prospectus. Et pourquoi j'aimerais juste insister pourquoi un fonds daté et pourquoi un fonds daté 23. Un fonds daté parce que sur ce type de stratégie-là, l'essentiel de votre performance réside dans le portage, donc votre point d'entrée sur ce type de stratégie. Et le deuxième moteur, c'est le roll down, donc la descente sur la courbe. Et plus le temps passe, en fait, vous encaissez de la duration, vous encaissez de la performance, donc vous dérisquez le portefeuille progressivement. Et c'est pour ça que le portage est un moteur fondamental de ces stratégies. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on pense que c'est un bon moment de jouer ce type de stratégie-là parce que le portage est encore intéressant. On est à 5,70 au minimum attendu et c'est plutôt un bon point d'entrée sur ce type de stratégie. Maintenant, pourquoi 2023 par opposition à une autre date? Parce qu'on a regardé en constituant ce portefeuille-là un certain nombre d'éléments et on s'est rendu compte qu'il y a un gros mur de refinancement de la dette bancaire en loan en 2024 et on a préféré se positionner avant ce refinancement-là de façon à permettre à nos clients de ne pas être exposés au marché sur la période 2024. Je vous remercie pour ce point très complet sur le marché des obligations à haut rendement et sur le fonds OFI à yield 2023. Alors, nous allons désormais passer aux questions. Alors, première question, dans quelle compagnie d'assurance votre fonds est référencé? Alors, je vais répondre peut-être à cette question. Notre fonds OFI à yield 2023 est référencé dans les compagnies Ageas, Apicil Intensial, Generali, Finaveo et La Mondiale. Deuxième question, le fonds étant toujours ouvert à la souscription, quel est l'impact estimé de flux futurs sur le taux de rendement actuel du portefeuille? Sur le taux de rendement actuel du portefeuille, il n'y a pas d'impact sur les souscriptions rachats. Pour rappel, le fonds est valorisé pendant la période de souscription à l'offre, c'est-à-dire qu'on garantit comme cela une égalité sur le taux de rendement des porteurs et chacun souscrit sur un taux de rendement défini au jour de la souscription. Il n'y a pas de dilution en fait de votre rendement pour les porteurs existants sur les flux futurs. Merci pour cette réponse, Maude. Nous allons passer à la troisième question. Le fonds 2023 a connu une volatilité supérieure à des fonds comparables. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce comportement est expliqué clairement par la composition du fonds. Si vous regardez slide 8, on a fait le choix d'être bien investi, donc on a un taux d'investissement à 98%. Et également, on est exposé sur la partie la plus risquée, donc la partie single B, triple C, sachant que sur les triple C, il y a une limite maximale de 10%. Et donc, c'est un positionnement volontaire. Maintenant, ce type de fonds-là, nous, on les positionne en se disant que le client est là pour une durée moyen terme, jusqu'à l'échéance du fonds,
et que la volatilité intermédiaire n'est pas vraiment un critère d'appréciation du fonds. Pourquoi? Parce que c'est un fonds à maturité qui est outillé pour subir ce type de volatilité-là et que l'idée, c'est d'être jugé sur la performance à maturité du fonds au lieu de la volatilité pendant la période de commercialisation. Et je rajouterais que clairement, on a un bêta qui est supérieur au marché et sans doute un peu supérieur à celui de nos concurrents.